à destination des laboratoires de fabrication de prothèses dentaires. Je vais commencer par partager le diaporama. Donc, je suis Nadège Granier, je suis ingénieure conseil à la CARSAT Auvergne. Et je suis Alexandre Sanmarty, contrôleur sécurité au centre de mesure physique de la CARSAT Auvergne. Nous serons également accompagnés de Monsieur Marie-Catherine. Je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour à tous, Maxime Marie-Catherine. Du coup, je suis le gérant du laboratoire Orthogem. On est un laboratoire spécialisé en orthodontie et je témoignerai un petit peu de l'accompagnement de la CARSAT au long de cette intervention. Donc, quelques informations pratiques pour le bon déroulement de ce webinaire. Donc, si vous avez des questions, si vous souhaitez apporter votre expérience ou des commentaires, vous pouvez utiliser la zone questions-réponses pour poser directement vos questions et auxquelles nous répondrons. Pour la visualisation du replay, donc à la fin de ce webinaire, le replay sera disponible et vous pourrez le télécharger ainsi que la présentation du webinaire. Donc, ce sera disponible sur la chaîne YouTube de l'assurance maladie dans le volet entreprise. Et à l'issue du webinaire, nous vous proposerons un questionnaire de satisfaction, enfin, d'évaluation plutôt de notre webinaire. Nous vous remercions de prendre quelques minutes pour remplir ce questionnaire. Alors, tout d'abord, qui sommes-nous? Donc, nous sommes représentants de l'assurance maladie risque professionnel. L'assurance maladie risque professionnel assure plus de 19 millions de salariés du secteur privé et elle a 3 missions complémentaires et interdépendantes. Ces missions visent à aider les entreprises à prévenir les risques professionnels, à fixer les taux de cotisation accidents du travail, maladies professionnelles des entreprises. Rappelons que la prise en charge des accidents et maladies professionnelles est supportée intégralement par les entreprises. Et la troisième mission vise à indemniser et accompagner toutes les victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Donc, notre objectif, c'est d'accompagner les entreprises pour réduire le nombre d'accidents et de maladies professionnelles. Et pour cela, nous mettons à la disposition des entreprises des offres de services, comme l'accompagnement sur des risques particuliers, avec le déploiement de programmes nationaux sur des risques comme les troubles musculo-squelettiques, les risques chimiques, ou encore sur des secteurs d'activité comme le bâtiment et les travaux publics. Nous avons aussi une offre de formation variée, de la documentation technique portant sur différents risques et différents secteurs d'activité, et nous avons des aides financières par secteur ou par type de risque qui sont disponibles sous certaines conditions et notamment des conditions en termes d'effectifs des entreprises. Donc, vos interlocuteurs de l'assurance maladie risque professionnel, côté employeur pour la prévention et la tarification, les interlocuteurs régionaux sont les CARSAT. En Île-de-France, c'est la Caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France, la CRAMIF, et vous avez également les CGSS dans les départements d'outre-mer. Donc ça, c'est pour la partie prévention et tarification. Ces deux missions sont assurées par ces organismes. Et pour les salariés et les victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, les interlocuteurs locaux sont les caisses primaires d'assurance maladie et les CGSS en département d'outre-mer. Nous avons 2 organismes d'appui, l'INRS, l'Institut national de recherche sur la sécurité, et le ROGIP. Donc, vous pouvez nous retrouver et retrouver des informations sur le site internet de l'assurance maladie, amélie.fr,
dans la rubrique Entreprise. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux, LinkedIn et X. D'ailleurs, le replay de ce webinaire sera diffusé sur LinkedIn. Et vous pouvez retrouver des informations sur le site internet de l'INRS, inrs.fr. Donc pour la suite de cette matinée, nous allons aborder 4 parties. Tout d'abord, les risques chimiques dans votre secteur d'activité, de quoi parle-t-on? Ensuite, pourquoi agir contre les risques chimiques? Comment agir en prévention? Et puis, nous aurons le témoignage d'un laboratoire de Monsieur Marie-Catherine. Donc, les risques chimiques dans votre activité. Alors, de quoi parle-t-on? Donc déjà, si on regarde les principaux risques que vous pouvez retrouver dans votre activité, donc vous avez le bruit lié à certains équipements comme les compresseurs, le nettoyage vapeur, la soufflette, les systèmes d'aspiration ou encore les activités de fraisage ou d'usinage qui peuvent avoir un certain niveau de bruit. Vous avez en risque les agents biologiques liés au moulage et aux empreintes pas forcément nettoyées. Vous avez les troubles musculo-squelettiques. Donc là, ça peut être par exemple sur des gestes répétitifs. Le travail sur écran. Également dans les risques, comme dans beaucoup de secteurs d'activité, vous avez le risque de chute de plein pied. Les risques un peu plus spécifiques, ça va être au niveau de la qualité de l'air intérieur, puisque vous êtes sur une activité qui peut émettre des polluants et donc des résidus de polluants qui peuvent venir dégrader la qualité de l'air intérieur, d'où l'importance d'avoir une ventilation mécanique générale pour renouveler l'air des locaux. Vous avez également le risque routier, puisque votre activité peut représenter de nombreux déplacements pour effectuer des livraisons. Et puis, vous avez un travail qui est sous pression temporelle, avec notamment la mise en concurrence. Donc tout ça, en plus des risques chimiques qui sont bien sûr aussi parmi vos principaux risques. Et donc, les risques chimiques, quels sont les risques chimiques dans votre activité? Donc vous pouvez avoir différents polluants auxquels vous pouvez être exposé, soit par inhalation, soit par contact cutané ou par ingestion, voire par les 3 voies de pénétration de ces produits chimiques. Donc, vous allez retrouver des poussières à base de silice cristalline ou encore des poussières ultra fines. La silice cristalline, rappelons-le, est classée cancérogène, symbolisée par un petit C à côté de la bulle de la silice cristalline. Vous avez aussi en risque chimique les poussières ou les fumées métalliques, avec les différents métaux qui peuvent être utilisés, et certains de ces métaux sont classés cancérogènes, comme le chrome, le cobalt et le nickel. Vous pouvez également être exposé aux vapeurs de métacrylate, de polymétacrylate de méthyle et des produits de dégradation thermique. Donc ça, c'est tout ce qu'on va retrouver dans les résines. Également les poussières de plâtre et, dans une moindre mesure, les risques chimiques présents peuvent être les fumées de cire brûlée. Et puis, vous avez aussi les risques liés aux nouvelles technologies qui apparaissent dans votre activité, comme l'usinage de zircone ou l'impression 3D. Et donc là, vous allez avoir des poussières ultra fines qui vont être générées ou des solvants classés dangereux qui vont être utilisés. Donc, on a toute une variété de polluants qui peuvent être rencontrés dans votre activité. On va rentrer dans le détail des tâches les plus exposantes selon nos mesures que nous avons pu faire dans votre secteur d'activité. Donc, tout d'abord, la fabrication assistée par ordinateur, donc tout ce qui est centre d'usinage et fabrication additive, l'impression 3D. Donc là, vous pouvez être exposé à des résines, comme le métacrylate de méthyle, à des métaux, à des poussières et des particules ultra fines, et notamment la zircone, et à des solvants dans les bacs de polymérisation. Donc, si on prend le centre d'usinage, la phase la plus exposante
dans cette activité, ça va être la partie nettoyage des machines, où vous allez pouvoir mettre en suspension des particules ultra fines. Sur la fabrication additive, l'impression 3D, vous allez avoir des solvants qui sont utilisés dans les bacs de polymérisation et qui représentent aussi certains dangers. Donc les effets sur la santé de ces différents polluants, ça peut être des irritations de la peau, des muqueuses, du système respiratoire, des syndromes irritatifs tels que la rhinite ou la conjonctivite. On peut avoir également des allergies cutanées, des allergies respiratoires comme de l'asthme, jusqu'à des atteintes neurologiques. Et pour les solvants, les manifestations d'une intoxication modérée à des solvants de type alcool peuvent se traduire par des maux de tête, des troubles digestifs et également un syndrome ébrieux. Alors, sur la phase d'activité liée au revêtement réfractaire, donc la préparation du revêtement réfractaire, la cuisson à la cire perdue ou encore le démoulage, vous allez être exposé à des poussières de silice cristalline, notamment sur la casse, le démoulage du matériau réfractaire. Donc là où vous allez venir casser avec un marteau pour retirer la prothèse métallique à l'intérieur du moule, ça va générer des poussières de silice cristalline qui sont présentes dans le revêtement réfractaire. Et vous allez pouvoir être exposé aussi à des fumées, des dégagements gazeux d'aldéhyde, de cétone et de colophane qui sont liés à l'élimination de la cire. Donc la cire qui est chauffée à haute température pour être éliminée. Donc les effets sur la santé de cette phase d'activité, donc on est sur des irritations des yeux et des voies respiratoires. Vous pouvez également avoir des pathologies de type bronchite chronique, silicose, qui est maladie liée à l'exposition à la poussière de silice cristalline. Vous pouvez également avoir des cas de cancer bronchopulmonaire liés à l'exposition à ces polluants. Et puis sur les polluants liés à l'élimination de la cire, vous allez plutôt être sur des symptômes de type, des syndromes irritatifs comme la rhinite, la conjonctivite ou encore des allergies cutanées respiratoires. À retenir ici, c'est le risque de cancer lié notamment à la silice cristalline. Sur l'activité de fonte et de coulée des alliages, là, l'exposition, c'est principalement les fumées composées de composants métalliques comme le chrome et le cobalt. Le cobalt est classé cancérogène et toxique pour la reproduction. Et là, les effets sur la santé, ça peut être donc, des syndromes irritatifs, de l'asthme, et ça peut aller jusqu'à une pneumopathie d'hypersensibilité ou encore une fibrose. Concernant les procédés de sablage et de polissage, donc sur les deux opérations, là, l'exposition, c'est principalement l'exposition à la silice cristalline, à des poussières de silice liées au sable ou aux pâtes à polir qui peuvent en contenir, également des poussières métalliques et diverses poussières qu'on va appeler des poussières sans effet spécifique. Les effets sur la santé, donc là, on va retrouver les effets liés à la silice cristalline, donc avec la silicose, le cancer bronchopulmonaire. Vous allez trouver aussi des effets liés aux poussières sans effet spécifique, avec des irritations, des syndromes irritatifs, et puis des surcharges liées à de fortes expositions à des poussières avec la bronchite chronique, et puis après aussi également des effets d'asthme, de pneumopathie d'hypersensibilité ou encore de fibrose. Les opérations de finition, donc tout ce qui est grattage, ébarbage, meulage. Donc là, la principale exposition au risque chimique, c'est l'exposition à des poussières métalliques. Donc là, les effets sur la santé dépendent de la nature de ces poussières et selon le type de métal, vous pouvez avoir des allergies cutanées respiratoires, de l'asthme, mais aussi un risque de cancer. Et pour finir, dans les
tâches les plus exposantes aux risques chimiques, vous avez la partie travail de la résine, avec la préparation de la résine et le bourrage du moufle. Donc là, l'exposition aux risques chimiques, ça va être une exposition à des méthacrylate de méthyle, donc du polyméthacrylate de méthyle ou encore du méthacrylate de méthyle monomère, donc ce qui compose la résine. Et là, les effets sur la santé de ces composants, ça va être des irritations de la peau, des muqueuses, du système respiratoire, de la sensibilisation cutanée, de l'asthme ou encore des atteintes neurologiques. Donc, vous l'avez vu, le risque chimique est quand même bien présent dans cette activité. Donc, maintenant, on va parler de pourquoi il est important d'agir contre les risques chimiques. Donc, c'est évident, la première raison, c'est de préserver la santé des travailleurs ainsi que leur sécurité, puisque, on vient de le voir, hein, les risques chimiques peuvent exposer jusqu'à un risque de cancer. Donc, prévenir les risques chimiques dans l'entreprise, c'est contribuer à la protection de la santé des salariés et réduire leur exposition au niveau le plus bas possible. Donc, pour réduire cette exposition, on va le voir un petit peu après comment on agit, mais ça peut être par exemple de la substitution pour les produits les plus dangereux ou encore du captage à la source quand on a des émissions de polluants. Et prévenir les risques chimiques, ça permet aussi d'améliorer la qualité de vie au travail, les conditions de travail des salariés. Maintenant, on parle de coûts de ces maladies professionnelles. Donc, quand un salarié va déclarer une maladie professionnelle donc liée à son activité, ça va avoir un coût direct pour les entreprises à travers le taux de cotisation AT-MP qui est porté uniquement par les entreprises. Et ça va surtout avoir des coûts indirects pour les entreprises, avec l'absentéisme de la personne malade, le turnover et donc la désorganisation du travail. Il va falloir également remplacer le salarié absent, reclasser le salarié quand on est dans des cas d'inaptitude, par exemple sur une allergie où le salarié ne pourra plus exercer sur différents postes, il va falloir le reclasser. Et pour finir, vous avez également des coûts liés à la fidélisation des salariés, les difficultés de recruter, de former à nouveau des nouveaux embauchés. Tout ça représente un coût pour l'entreprise. Et donc, les études le montrent, hein, prévenir les risques chimiques, agir pour la prévention du risque chimique, c'est aussi un gain pour la performance de l'entreprise, de préparer, d'engager votre démarche de prévention des risques chimiques. Ça peut vous permettre de rationaliser vos achats de matières premières, achats de différents produits, et rationaliser l'utilisation des produits. Ça permet d'avoir des meilleures conditions de travail et donc d'avoir une meilleure productivité dans l'entreprise. Et puis, bien sûr, ça permet de pérenniser les emplois, d'améliorer l'attractivité de l'entreprise en jouant sur les conditions de travail. Et donc, si on en vient au volet réglementaire, la prévention du risque chimique, c'est une obligation légale pour les employeurs. Les risques chimiques sont un risque professionnel. Et donc, prévenir les risques chimiques, c'est remplir ces obligations légales en assurant la santé et la sécurité des salariés vis-à-vis des produits chimiques. Et dans votre secteur d'activité, on vient de le voir, une exposition aux risques chimiques veut dire qu'il peut y avoir aussi exposition à des produits cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. Et dans ce cas-là, il va falloir mettre en place des mesures spécifiques obligatoires. Il va falloir également contrôler l'exposition des travailleurs et déclarer auprès du médecin du travail les salariés exposés. De plus, dans une activité où il y a émission de polluants, on va parler de locaux à pollution spécifique. Et donc, dans les obligations, il y a aussi un taux minimum de renouvellement d'air dans ces locaux et des obligations de contrôle et de maintenance des installations de ventilation.
réduire l'exposition aux risques chimiques au niveau le plus bas possible quand on est sur des produits cancérogènes, c'est une obligation. Alors, je vais prendre la parole. Alors, comment agir en prévention? La démarche, l'offre de services de l'assurance maladie et des risques professionnels. Ah, pardon. Alors, tout d'abord, pour faire une démarche de prévention des risques professionnels, on va démarrer par faire l'identification des différents risques que l'on peut avoir dans l'entreprise. Ma collègue vous les a présentés tout à l'heure, et de faire un focus un peu plus spécifique sur le risque chimique, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, pour cela, on va tout d'abord informer et impliquer les salariés, voire à désigner un pilote qui va désigner un pilote qui va piloter cette démarche de prévention. Vous pourrez également informer les instances représentatives du personnel, s'il y en a, également le service de santé et de prévention du travail, également les impliquer dans cette démarche. La deuxième phase, ça va être de passer à l'évaluation de ce risque chimique. Alors pour cela, il va falloir faire l'inventaire des substances chimiques et des agents chimiques émis. Alors ma collègue vous a présenté tout à l'heure ce que sont la différence entre les agents chimiques émis et les substances chimiques. Ensuite, il va falloir recueillir la dangerosité de chaque produit, alors via l'étiquetage ou via les fiches de données de sécurité qu'il va falloir récupérer pour chaque produit. En fonction de l'usage de chaque produit, c'est-à-dire des volumes utilisés, de la fréquence d'utilisation, du nombre de personnes exposées, etc., on va essayer de recueillir toute cette phase. Et ensuite, on va essayer de hiérarchiser et de prioriser les actions de prévention à mettre en place vis-à-vis de ces différents produits. La première chose à faire en termes de hiérarchisation, de prévention du risque chimique, c'est la substitution. La substitution, c'est remplacer un produit dangereux par un autre moins dangereux. À titre d'exemple, lors de nos interventions, on avait identifié 2 produits de ponce ou de polissage qui contenaient du quartz et de la cristobalite jusqu'à 67% de quartz. En faisant une analyse et en cherchant d'autres produits de substitution, on a trouvé un produit qui contenait moins de 2% du quartz et qui, semblerait-il, était aussi efficace. Donc la première chose à faire, c'est identifier les produits les plus dangereux et les substituer par des moins dangereux. Ensuite, on va mettre en place des mesures organisationnelles ou techniques. Alors, en termes d'organisationnel, on pourra réaménager le laboratoire en dédiant des salles spécifiques pour tout ce qui va être activité plus polluante et générant des poussières, par exemple, tout ce qui va être la case des plâtres et autres choses polluantes émettant de la poussière de silice, on va les isoler par rapport aux autres postes de travail. De manière technique plutôt, on va essayer de travailler à l'humide pour le démoulage des cylindres, par exemple, le nettoyage des locaux et des plans de travail. Et ensuite, bien évidemment, on va mettre en place des captages pour aspirer les polluants et les asservir au fonctionnement des outils et des machines. Alors, en termes de système d'aspiration sur les poussières et sur les différents polluants, on a des préconisations que l'on met à mettre en œuvre, notamment sur un système d'aspiration. On va demander à ce que les rejets du système d'aspiration soient faits à l'extérieur du bâtiment et non pas dans le bâtiment pour éviter tout recyclage à l'intérieur. Pour ce système d'aspiration, on va également demander à ce qu'il y ait une maintenance qui soit mise en place, maintenance préventive, ça va être le nettoyage des filtres ou les changements des filtres, leur changement périodique également.
La vérification aérolique, donc mesurer initialement la ventilation et la mesurer périodiquement au fur et à mesure de son utilisation. Sur le nettoyage des postes, on va plutôt favoriser l'aspiration en utilisant un aspirateur dédié à la silice, par exemple, aux poussières de silice, plutôt que d'utiliser une soufflette et qui remet tout en suspension, qui remet les poussières les plus fines en suspension. En fonction des tâches et des activités qui seront réalisées, on aura différents types. Alors, on aura un système d'aspiration, mais on aura différents types de captage qui pourront être mis en œuvre. Par exemple, sur le grattage, sur le travail à la cheville, on va demander à ce qu'il y ait des chevilles aspirantes. Comme je le disais tout à l'heure, tant qu'à faire, autant qu'elles soient asservies au fonctionnement des outils également. Pour les fours, on va essayer de les cloisonner dans une sorbonne, tant qu'à faire, ou à mettre des parois autour pour éviter que les courants d'air n'interagissent avec l'émission de polluants. Sur le sablage également, on va demander à ce qu'il y ait une aspiration qui soit mise en place sur les sableuses, ainsi que sur les scies à modèle, par exemple, et sur tous les équipements que sont ce qu'a présenté ma collègue tout à l'heure, sur l'usinage et les impressions 3D. D'un point de vue un petit peu plus technique, ici, sur ce tableau, vous avez représenté les valeurs recommandées en termes de ventilation, que ce soit en débit ou en vitesse d'air. Je ne vais pas rentrer dans le détail, elles sont toutes résumées, extraites, dans la brochure INRS ED 760 dédiée au travail de prothésistes, de fabrication de prothèses dentaires. En fonction des types d'équipements et du type de captage, on va avoir des vitesses d'air différentes préconisées selon que l'on soit dans un vase clos ou que ce soit un capteur ouvert. C'est pour ça, c'est ce qui implique qu'il y ait des valeurs différentes. Ensuite, une fois qu'on aura mis en place un système d'aspiration, il va falloir le vérifier, réaliser des mesures aéroliques. C'est ce que nous faisons au centre de mesure physique de la CARSAT, par exemple. Alors déjà avec un fumigène pour voir si ça aspire. Et pour voir si ça aspire bien, on fait de la mesure à l'aide d'un anémomètre pour vérifier que ce qui a été prévu répond bien au cahier des charges qui avait été identifié. Sur les photos qui sont présentées ci-dessous, vous pouvez voir différents types de captages qui peuvent être mis en œuvre, notamment au niveau des chevilles ventilées, où on va préconiser également de mettre en place un écran qui ne doit pas gêner l'utilisation, enfin la manipulation, mais qui va protéger des projections et également canaliser les poussières vers la cheville ventilée. Autre type d'exemple sur le stockage, là vous voyez sur la 4e photo, on peut mettre en place des armoires ventilées ou carrément des locaux ventilés qui vont aspirer les polluants parce que même un bidon fermé, un flacon fermé peut remettre en suspension des polluants. Donc on préconise de mettre en place une armoire ventilée. Sur les fours également, ce que je vous disais tout à l'heure, vous pouvez essayer de positionner les fours dans une sorbonne ou une enceinte ventilée, comme vous pouvez voir sur la dernière photo. Je rappelle que toute installation de ventilation doit faire l'objet d'un dossier d'installation de ventilation. Alors, ce dossier d'installation de ventilation, c'est un dossier dans lequel on doit stocker les plans d'installation, les calculs théoriques qui ont été faits par l'installateur, par le fournisseur lors de la mise en place du système d'aspiration. Dans ce dossier, on va également recueillir les valeurs mesurées à la réception, mais également les valeurs mesurées en ventilation que vous pourrez faire
tout au cours de la vie du système d'aspiration. On mettra en place également le calendrier de maintenance et toutes les opérations de maintenance ou toutes modifications qui peuvent être faites sur ce système d'aspiration. Pour plus de détails, vous avez des brochures INRS ED 6008 et ED 6366 qui vous permettront de mettre en place ce dossier d'installation de ventilation. Alors, l'offre de services du réseau assurance maladie risque professionnel. Pour vous accompagner dans la mise en place de cette démarche d'évaluation du risque chimique, vous avez deux logiciels qui peuvent être utilisés. Alors déjà, il y a OIRA, qui est un outil d'aide à l'évaluation des risques professionnels au sens large. Donc là, on n'aura pas que le risque chimique, c'est un outil qui est dédié au TPE et qui va vous permettre d'élaborer un document unique d'évaluation des risques. Dans une deuxième phase, quand on va vouloir s'attacher aux risques chimiques plus précisément, vous avez un outil qui s'appelle CIRICH, qui est disponible gratuitement sur Internet et qui va vous permettre de faire l'évaluation du risque chimique dans votre établissement. En termes d'aide également, vous avez un outil qui s'appelle TMS Pro, qui est Risque Chimique Pro, pardon, excuse-moi, qui pourra vous accompagner et qui vous accompagnera sur la hiérarchisation de ce risque chimique. C'est une démarche en 4 étapes. Démarche d'amélioration continue en 4 étapes dans laquelle on initie une démarche, ensuite on définit les actions à mettre en œuvre, on déploie ces actions et ensuite on pérennise ces actions. C'est une démarche d'amélioration continue assez classique et dans laquelle on peut vous accompagner. Il y a des aides financières qui peuvent être mises en œuvre. Alors tout d'abord, il y a une subvention prévention dédiée aux prothésistes dentaires. Cette subvention porte aussi bien sur des équipements que sur la vérification d'installation et sur de la formation. La participation monte jusqu'à 70% de participation. Elle est sur des équipements spécifiques, donc des systèmes de captage, d'aspiration, sur les réseaux de transport de polluants et sur tout ce qui va être outils de nettoyage. Ensuite, sur la vérification et la formation également, à l'entretien, à la maintenance et les vérifications de performance de ces équipements. Une autre subvention prévention qui existe, qui est dédiée aux risques chimiques, elle est sur la formation et l'accompagnement pour évaluer et former sur le risque chimique. C'est une prestation en deux volets. Un premier volet sur la formation d'une personne ressource en interne, ou un deuxième volet sur la réalisation de l'évaluation chimique par un prestataire. Et là, les subventions correspondent, le montant de la subvention correspond à 70% hors taxe des sommes engagées. Une troisième aide financière qui peut être mise en œuvre, c'est le contrat de prévention. Alors, le contrat de prévention, ça s'inscrit dans une démarche globale de prévention des risques professionnels. C'est une aide qui s'adresse aux moins de 200 salariés. Pour cela, il faut qu'il y ait un document unique d'évaluation des risques qui soit mis à jour, que vous soyez à jour également de vos cotisations URSSAF et qu'il y ait une convention nationale d'objectifs qui soit signée. Aujourd'hui, il y en a une qui expire en août 2027, donc il est possible de réaliser un contrat de prévention. En tout cas, si vous voulez bénéficier de l'une de ces 3 aides, je vous invite à contacter les services prévention de vos CARSAT, de la CRAMIF ou des CGSS qui pourront vous accompagner dans la mise en œuvre de ces dispositifs d'aide financière.
Dans les offres de formation, de services, pardon, il y a également les formations. Alors, l'INRS met à disposition des formations en ligne, notamment sur acquérir les notions de base sur des produits chimiques ou sur l'évaluation des risques liés aux agents chimiques. De plus, au sein des CARSAT, CRAMIF et CGSS, il y a des offres de formation en interne. Pour cela, je vous invite à contacter votre caisse pour pour identifier les différentes formations qui peuvent être mises en œuvre dans vos régions. De plus, il existe également des organismes de formation qui sont référencés par les CARSAT, CGSS et CRAMIF pour une personne ressource sur le risque chimique pour désigner un salarié compétent dans le domaine. Également, je vous invite à contacter votre caisse régionale pour avoir de plus amples informations et connaître les organismes de formation de votre région. Il y a également toute une documentation. Alors, il y a tout d'abord un guide prévention des risques professionnels qui a été co-rédigé par les CARSAT Auvergne et Normandie et l'UNPPD, qui est dédié à la prévention des risques professionnels dans l'activité de fabrication de prothèses dentaires. Il existe également divers documents de l'INRS, des brochures, des guides ventilation, des vidéos et des affiches. Ici, vous en avez 4 exemples présentés devant vous. Également, il y a l'accompagnement des agents des CARSAT, des CRAMIF et des CGSS, de l'accompagnement des contrôleurs de sécurité et des ingénieurs conseils qui peuvent vous conseiller, qui peuvent contrôler et vous conseiller, et vous accompagner surtout sur la mise en place d'une démarche de prévention des risques professionnels dans votre activité. De même, dans les CARSAT, CGSS et CRAMIF disposent de centres de mesure physique et de laboratoires de chimie qui peuvent faire de la métrologie dans vos établissements pour vérifier les vitesses aéroliques dans vos installations de ventilation, voire même faire des prélèvements chimiques dans vos laboratoires. Par la même occasion, vous pouvez également solliciter l'intervention des services de prévention en santé au travail également dans vos établissements. Je te laisse reprendre la main. On passe à la dernière partie de cette matinée avec le témoignage d'un laboratoire. Alors, donc avec le témoignage de Monsieur Marie-Catherine. Déjà, merci d'avoir accepté de témoigner. Et est-ce que vous pouvez nous présenter votre entreprise et le contexte général de votre entreprise, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Donc nous, on est un laboratoire, on est vraiment spécialisé 100% en orthodontie. On est un laboratoire familial et indépendant depuis plus de 30 ans aujourd'hui, et on compte une quinzaine de prothésistes. Donc on fait beaucoup de résine et beaucoup de métal. Nous, le contexte, c'était vraiment un souhait de modernisation de nos équipements de travail pour, premièrement, gagner en productivité et également assurer le confort de travail des salariés pour attirer aussi également de nouveaux collaborateurs. Du coup, on a beaucoup échangé avec nos collaborateurs, la CARSAT également, et un installateur, Monsieur Belin, qui est de Dôme Technique Dentaire, pour voir les solutions qui s'offraient à nous, notamment pour régler tous les problèmes d'odeur émises par la résine, par le grattage également. Donc ça a été un premier point important pour améliorer le confort à la cheville et également améliorer l'ergonomie de notre espace de travail. Ensuite, on a fait tout un travail sur les pièces qui sont spécialisées en impression 3D pour isoler les processus de post-traitement parce qu'il y a des solvants, on utilise aussi de l'IPA qui est de l'alcool à 99%.
Donc voilà, donc pour mettre en place des systèmes d'aspiration et aussi pour améliorer l'ergonomie des flux de passage au sein du laboratoire, parce qu'il n'y a pas forcément que le risque chimique, mais il y a aussi tous les autres risques dont vous avez parlé. Là, principalement, notre contexte était vraiment d'améliorer notre confort de travail, parce que ça touche aussi notre santé. On est tous les jours, nous, en tant que gérants, à la cheville. Donc ça touche également notre santé, donc ça n'a pas vraiment de prix par rapport à ça. Voilà tout ce qu'on a mis en place et les raisons qui nous ont poussé à améliorer notre outil de travail et à faire appel notamment à la CARSAT aujourd'hui. Vous pouvez nous rappeler votre effectif? On a une quinzaine de prothésistes. Alors, quels sont les éléments qui vous ont déterminé à investir l'entreprise dans cette démarche de prévention? Nous, c'était vraiment moderniser et gagner en productivité. Ça, c'est vrai que c'est le premier point qui est important, mais aussi, du coup, en fait, c'est complètement lié. Hein. C'est améliorer le quotidien de tous les collaborateurs du laboratoire. Et ça passe donc par améliorer nos outils de travail, s'occuper du risque chimique, ségréguer les risques, les isoler. Ça, c'est un travail qu'on a mis en place. Et pour ça, nous, on a beaucoup travaillé donc, avec Monsieur Saint-Martin et Monsieur Biergeon également pour mettre en place des établis. D'abord, une aspiration centralisée avec un rejet vers l'extérieur. Donc, tous nos établis sont branchés à cette aspiration. Ensuite, on a beaucoup échangé pour créer des établis sur mesure qui montent et qui descendent automatiquement pour que les collaborateurs puissent changer de position, notamment lorsqu'ils réalisent des opérations de résine. Et en fait, le fait de créer des établis sur mesure, on a intégré des grilles à monomères, donc qui captent beaucoup plus facilement l'ensemble des produits chimiques et qui améliore de manière drastique ce captage. Donc ça, c'est un point important. Ensuite, on a aussi travaillé avec un consultant en ergonomie sur l'établi pour améliorer les postures des collaborateurs sur cet établi. Un autre point qui est important, c'est que dans le secteur de la prothèse dentaire, on a une très grosse évolution technologique des processus, que ce soit dans l'impression 3D, mais également sur tous les processus de post-traitement. Et ce qui est important, en fait, c'est aussi de prévoir ce qu'on ne peut pas prévoir, c'est-à-dire créer des bouches d'aspiration supplémentaires, les fermer le temps qu'elles sont pas encore en action, mais en fait les avoir à disposition pour ne pas changer toute notre organisation si on change de technologie. Et nous, c'est ce qu'on a fait pour nos pièces d'impression 3D. Aujourd'hui, elles sont tout notre post-traitement est isolé sous cloche avec des systèmes d'aspiration. Mais demain, on est en train de réfléchir à de nouveaux processus et on a déjà toutes les bouches d'aspiration qui sont à notre disposition. Donc, on n'a plus besoin de réfléchir à comment organiser notre laboratoire par rapport à des nouveaux équipements. Donc ça, c'est un point qui est important. Et ensuite, toutes les machines au sein de notre laboratoire sont mises sur des tables qui montent et qui descendent automatiquement pour s'adapter à la hauteur de travail des collaborateurs. Et pareil, au polissage et dans toutes les opérations de finition du laboratoire. Donc ça, c'est important. Et beaucoup d'échanges avec les collaborateurs. Ça, c'est, j'ai envie de dire, le plus important. Et après, s'assurer de la possibilité des solutions techniques avec la CARSAT et un installateur professionnel. Alors justement, vous parlez de la participation de la CARSAT. Et ben justement, en quoi elle vous a accompagné et quels ont été les investissements réalisés? Alors, d'une manière générale, nous, l'investissement réalisé, c'est autour de 60 000 euros sur l'ensemble des équipements qu'on a mis en place, que ce soit donc l'aspiration centralisée avec rejet vers l'extérieur, les établis sur mesure. Donc la CARSAT, évidemment, en tant qu'entrepreneur, on regarde l'aspect d'abord financier. Donc ça, c'est le premier point d'accompagnement de la CARSAT qui nous accompagne sur l'achat du matériel, mais également la vérification du matériel. J'insiste parce que je trouve que c'est très important, parce qu'on n'a pas forcément, nous, la connaissance technique pour s'assurer que c'est la bonne solution.
et que l'installateur ne raconte pas non plus aussi n'importe quoi, c'est important. Mais aussi, en fait, je trouve que l'accompagnement le plus important qu'on a reçu de la CARSAT, en fait, ça va être tout le volet de sensibilisation et de formation. Parce que là, on parle quand même de notre santé, de tous les jours, qui peut avoir des impacts, comme on l'a vu, sur la santé, qui sont irréversibles. Ça, je trouve que c'est quand même important de l'avoir en tête. Et donc, c'est tout l'accompagnement de formation qu'on a eu. Donc, on a pu assister à des rencontres avec d'autres entrepreneurs au sein de la CARSAT Auvergne, la CARSAT d'une manière générale, qui partagent leurs problématiques, mais d'autres secteurs d'activité. Donc, on a rencontré des entrepreneurs dans le secteur du BTP et de la restauration, de la chimie également. Et on se rend compte qu'ils ont des problématiques souvent qui sont beaucoup plus graves que les nôtres et qu'ils n'ont pas forcément de solutions qui existent à disposition, alors que nous, on a des solutions, comme on a pu voir lors de la présentation. Et j'ai trouvé ça en fait beaucoup d'enseignements. Donc, on a des solutions qui existent et on a la chance d'avoir des organismes qui nous accompagnent. Donc, c'est l'occasion de le mettre en place au sein de notre laboratoire. Et je dirais l'autre volet d'accompagnement de la CARSAT, c'est surtout ce qui va être outils numériques, donc les différentes plateformes REACH, etc., et notamment RC Pro, donc Risque Chimique Pro, qui nous permettent d'être accompagnés étape par étape dans l'identification des risques au sein de notre laboratoire, ce que je trouve, nous on a commencé par ça, en réalité, on dresse le bilan un petit peu de ce dont on a besoin par rapport aux produits chimiques qu'on utilise. Et donc RC Pro qui permet vraiment en fait d'avoir un vrai processus de gestion des risques, de plan d'action. C'est vraiment un système de management de la qualité, c'est une brique du système, je trouve, et ça permet de mettre en place des rituels de management avec les équipes. Donc ça cristallise des choses qu'on vient dire à l'oral, et là du coup on les cristallise dans les habitudes quotidiennes, et je trouve que c'est très bien pour les collaborateurs, mais aussi pour les dirigeants du laboratoire, du coup en l'occurrence moi, parce qu'on a un vrai suivi en fait. On l'a pas dit à l'oral, et puis si jamais on a des contrôles, ben, on peut justifier aussi de la mise en place de notre démarche. Donc là, c'est surtout les deux derniers aspects que je trouve plus importants que l'aspect financier. C'est vraiment l'accompagnement et la prise de conscience. Surtout, je trouve que c'est le plus important. D'accord, merci. Vous avez évoqué l'ensemble de l'offre de services qui a été présentée et juste, j'en profite pour rebondir dessus. Pour rappel, si vous avez besoin d'informations sur notre offre de services assurance maladie risque professionnel, vous pouvez vous rapprocher de votre interlocuteur régional, donc CARSAT, CRAMIF ou CGSS, et vous pouvez également trouver des informations et notamment l'outil Risque Chimique Pro évoqué par Monsieur Marie-Catherine, sur Amélie, le volet entreprise. Et je termine avec une dernière question, Monsieur Marie-Catherine. Aujourd'hui, quel bénéfice vous tirez de cette démarche menée pour la prévention du risque chimique? Alors, le premier, il est quantitatif, c'est-à-dire que nous, on a réussi à mesurer quand même l'augmentation de productivité de notre laboratoire entre 5 et 6%, donc c'est quand même relativement élevé sur vraiment préserver et améliorer le confort de travail. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, c'est qualitatif. C'est vrai que c'est pas forcément toujours très simple à mesurer, mais ce que je sais, c'est que nous, on a beaucoup recruté dernièrement, et les collaborateurs qui sont venus nous ont fait part de leurs expériences dans différents laboratoires, et ils sont heureux de travailler au sein du laboratoire parce qu'ils se rendent compte qu'on a tout mis en place pour leur sécurité et leur développement au sein de l'entreprise. Et je pense notamment à des prothésistes qui viennent de cabinets dentaires, où c'est pas le métier premier de fabriquer de la prothèse dentaire. Et ils sont souvent ravis, ils nous décrivaient leurs conditions de travail auparavant. Et je trouve que c'est dommage de ne pas s'occuper de la santé de ses collaborateurs. Donc ça, c'est vraiment l'aspect qualitatif, le bien-être au travail d'une manière générale, qui est, je pense, essentiel parce que
combien vaut la santé d'une personne et surtout la nôtre à la cheville, ça c'est la bonne question qu'il faut se poser, je pense. Et en général, il n'y a qu'une réponse, ça vaut très très cher. Oui, même si on a parlé des coûts directs pour l'assurance maladie, mais oui. Mais dans notre quotidien de tous les jours, c'est, je pense, le plus important. Merci beaucoup pour votre témoignage. Il n'y a pas de quoi. Alors, je redis, n'hésitez pas à poser vos questions, faire vos commentaires dans le question-réponse, dans le Q&R. Donc, nous allons terminer, comme annoncé tout à l'heure, par un questionnaire. Donc, vous trouverez ici le QR code à flasher où nous allons vous mettre dans la conversation, dans le question-réponse, le lien vers ce questionnaire. Et donc, si vous avez des questions à poser, profitez-en, il nous reste quelques minutes. Donc, posez-nous vos questions, ou si vous avez des remarques à faire suite au témoignage de Monsieur Marie-Catherine, nous prendrons vos remarques. Bon. Donc, c'est que tout était clair. Donc, vous retrouverez le replay de ce webinaire donc, sur la chaîne YouTube d'Amélie de l'assurance maladie. Dans le volet entreprise. Voilà. Merci de votre participation. Et donc, merci à tous et bonne journée. Merci, au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Merci, au revoir.